20h30 à Paris, la suite de l'essentiel sur France 24, l'heure dont va plus loin. La mission La Dernière Chance pour Sébastien Lecornu, le Premier ministre démissionnaire, a repris aujourd'hui ses consultations avec les forces politiques. Elles se poursuivront demain. D'ici mercredi soir, il devra dire si oui ou non un accord est possible pour éviter, entre autres, de nouvelles législatives. Alors qu'Emmanuel Macron a reçu, lui, les présidents de l'Assemblée et du Sénat, laissant planer l'hypothèse d'une dissolution. Comment sortir la France de la crise politique? Sébastien Lecornu a moins de 24 heures maintenant pour trouver la réponse. Le Premier ministre démissionnaire est chargé par Emmanuel Macron de mener d'ultimes consultations avec les partis politiques. On va en parler ce soir avec Richard Verly. Bonsoir, correspondant France-Europe du journal suisse Blick. Karim Yayaoui de la rédaction de France 24. Bonsoir également. Bonsoir. Et puis depuis Matignon, notre envoyée spéciale Pauline Godard. Bonsoir à vous. On va commencer avec vous, Pauline. D'ailleurs, les choses bougent à Matignon. On l'a vu toute la journée, mais aussi à l'Élysée, puisqu'on a appris qu'Emmanuel Macron avait reçu cet après-midi séparément et la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, et le président du Sénat, Gérard Larcher. Et oui, et que fera Emmanuel Macron si les négociations, ces ultimes négociations et consultations menées par le Premier ministre démissionnaire, eh bien, sont un échec? C'est en effet la question que tout le monde se pose. Le président de la République a affirmé hier qu'il prendrait ses responsabilités si un gouvernement n'est pas formé. Il a reçu en effet ce mardi la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet. Il a reçu également séparément le président du Sénat, Gérard Larcher. Alors il faut savoir qu'en vertu de l'article 12 de la Constitution, si le président envisage de dissoudre l'Assemblée nationale, il doit consulter d'abord les présidents des deux chambres, et c'est ce qui a été fait. Selon les informations du journal Le Canard enchaîné, les préfets auraient déjà reçu une consigne officieuse de se tenir prêts à organiser des élections législatives les 16 et 23 novembre prochains. Alors selon l'entourage de Gérard Larcher, cette consultation, cette visite, cet entretien n'était en fait que pour parler et faire un tour d'horizon de la politique et rien d'autre. Vous restez avec nous, Pauline. Richard, est-ce que c'est le signe qu'il a déjà choisi l'option de la dissolution? Je n'en suis pas sûr. D'abord, je ne le sais pas. Et ensuite, il va essayer, Emmanuel Macron, jusqu'au bout, je pense, de trouver quelque chose. Parce que très franchement, une dissolution qui aurait lieu, qui serait donc annoncée par exemple mercredi soir ou cette semaine, pour avoir lieu, comme on vient de l'évoquer, à la mi-novembre, pour lui, c'est quand même un risque colossal, mais pas seulement pour lui, pour le pays également. Parce que ça veut dire que le budget est repoussé au moins au début d'année prochaine et dans des conditions qu'on ne connaît pas encore, puisqu'on ne connaît pas le résultat des élections. Il a donné comme second sujet de discussion au Premier ministre démissionnaire, à Sébastien Lecornu, la Nouvelle-Calédonie. Là, s'il y a des élections, bien évidemment, vous imaginez qu'on ne va pas discuter du sort de la Nouvelle-Calédonie en pleine période électorale. Bref, je pense qu'il préférerait une autre option. S'il en arrive à la dissolution, c'est sans doute parce qu'il va tirer le constat qu'il est impossible aujourd'hui de parvenir à rassembler suffisamment de députés, parce que c'est de ça dont on parle, suffisamment de députés autour d'un pacte quelconque pour éviter la censure d'un gouvernement. D'autant que ça fait très court pour s'organiser, ça fait un peu plus d'un mois à peine. Oui, c'est vrai que ça fait très court pour s'organiser, je suis assez d'accord avec Richard, ça serait quand même étonnant, même si Emmanuel Macron a pu être piqué au vif par certaines déclarations d'anciens premiers ministres, Édouard Philippe notamment, ou Gabriel Attal, ça serait une réaction à chaud assez violente. Autre hypothèse, celle que Pauline a évoquée, c'est-à-dire qu'il a rencontré Gérard Larcher et Yaël Braun-Pivet pour évoquer peut-être cette possibilité sans avoir pris de décision. Et puis, troisième hypothèse, peut-être que c'est une façon de mettre une pression extrêmement forte sur un certain nombre de partis qui ne rêvent pas qu'il y ait une dissolution au mois de novembre. On sait que le Rassemblement national et LFI l'appellent de leur vœu, mais tous les autres partis ne sont pas du tout dans cette position, que ce soit LR ou l'ancien socle commun qui a un peu implosé ces dernières heures, ou le Parti socialiste
socialistes qui rêvent encore d'avoir un Premier ministre issu de ces rangs. Donc ça serait extrêmement court pour organiser un tel événement que des élections législatives. Pas impossible, mais ce n'est pas forcément l'hypothèse qui, à mes yeux, est la plus probable. Alors, vous avez évoqué les rassemblements nationaux sur cette dissolution. On va écouter Laurent Jacobelli, l'un des porte-parole du parti, qui a répondu dans la journée au micro de France 24. Aujourd'hui, plus personne ne veut gouverner avec personne. Et puis, vous savez, Emmanuel Macron est devenu radioactif. Plus personne ne veut s'en approcher. Donc, tous ceux qui, il y a encore une semaine, allaient à la soupe, aujourd'hui veulent montrer à coups de déclarations qu'ils sont loin d'Emmanuel Macron. Donc, c'est devenu ingouvernable. Il faut que les Français choisissent. Il faut retourner aux urnes qui nous donnent une majorité que Jordan Bardella ait à Matignon. Sauf que le Rassemblement national n'est absolument pas assuré d'avoir une majorité absolue. Pas assuré. C'est vrai qu'évidemment, il y a déjà des sondages autour d'une éventuelle élection législative anticipée. Le Rassemblement national ferait autour de 33%, c'est-à-dire des chiffres sensiblement identiques à ceux qu'il avait obtenus après la dissolution, lorsqu'il y a eu des élections. Mais il y a tout de même une différence, c'est que le second tour pourrait être extrêmement différent. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ces élections législatives. Tous les sondeurs évoquaient un raz-de-marée du Rassemblement national avec soit une majorité relative, soit une majorité absolue. Eh bien, le rempart qui a été mis en place par les autres partis politiques a fait que ce raz-de-marée n'a pas eu lieu. Mais ça pourrait être extrêmement différent cette fois-ci parce qu'un appel à faire barrage au Rassemblement national ne serait peut-être pas entendu de la même manière par des électeurs qui sont atterrés face à une classe politique ces derniers jours qui a montré à quel point elle réfléchissait en fonction d'intérêts de partis ou parfois d'intérêts individuels. Richard, le Rassemblement national, qui on le rappelle, tout comme la France insoumise, a décliné cette invitation de Sébastien Lecornu de se rendre à Matignon. Pourquoi ? Parce qu'il sait finalement qu'il est en position de force ? Parce que cette situation, elle profite essentiellement à Marine Le Pen ? Sans doute aussi parce que, pour prendre une métaphore de chasse, ils sentent l'odeur du sang à l'Élysée. Ils voient qu'Emmanuel Macron est très faible, et c'est le cas. Et donc, c'est le moment de lui donner le coup d'épaule fatal. En tout cas, c'est leur stratégie, d'essayer de le mettre encore plus en situation difficile, de manière à ce que, éventuellement, il lie son sort à la dissolution, ce qui voudrait dire que s'il perdait cette dissolution, si le socle commun était éparpillé façon puzzle, pour reprendre une expression cinématographique, et c'est ce qui se dessine dans les sondages, à ce moment-là, le Rassemblement national aurait beau jeu de dire « Monsieur le Président, il faut partir ». Alors, par contre, il semble qu'ils n'ont pas encore au Rassemblement national complètement décidé de la ligne. Il y a ceux, et Marine Le Pen en a fait partie, qui ont réclamé la démission d'Emmanuel Macron, son départ, et maintenant on voit poindre un autre discours, peut-être parce qu'ils sentent que les législatives se précisent, qui consiste à dire cohabitation avec Jordan Bardella, Premier ministre. Donc on voit bien qu'ils n'ont pas encore complètement fait leur choix, mais je dirais que c'est assez logique. Tant que les législatives ne sont pas décidées, eh bien le Rassemblement national mise sur le départ du président de la République. Si les législatives sont décidées, ils vont se donner dans la campagne, et à ce moment-là, ça peut être très négatif pour leurs électeurs de dire qu'ils veulent faire partir le président, parce qu'ils apparaîtraient comme un parti contre les institutions. Donc au contraire, ils miseront tout sur le discours cohabitation, nous sommes capables de gérer le pays, donnez-nous les clés. Un Rassemblement national qui misera aussi sur les alliances avec Républicains dans certaines circonscriptions pour approcher de la majorité, justement ? Oui, il pourrait y avoir des alliances de circonstances. Et d'ailleurs, il y a eu une législative partielle dont le premier tour a eu lieu il y a quelques jours et le second tour a lieu dimanche prochain dans le Tarn. Le candidat LR a été éliminé. Il reste un candidat du parti ciotiste allié au Rassemblement national face à un socialiste. Et lorsqu'on a posé la question à Bruno Retailleau de savoir pour qui il fallait voter, il a expliqué qu'il fallait faire barrage aux socialistes et donc sans véritablement dire qu'il fallait voter pour le candidat ciotiste RN, eh ben, en fait on a bien compris que des alliances étaient déjà envisageables et ça c'est un cas de figure qui pourrait se reproduire lors de législatives. Donc ce n'est pas du tout exclu, il n'y aura peut-être pas un accord global, ça c'est assez peu probable, mais en se réfugiant derrière le cas par cas, eh bien, ça pourrait être un cas de figure qui ne serait pas totalement anodin et qui pourrait se reproduire dans plusieurs régions.
Oui, parce que Pauline, depuis Matignon, on voit que les dissensions sont là au sein des Républicains. D'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'aujourd'hui ont été reçus par Sébastien Lecornu séparément et Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Oui, Bruno Retailleau, le président du parti Les Républicains, a été reçu par Sébastien Lecornu un peu plus tôt dans la journée à Matignon. Cet entretien a duré environ 1 heure. Bruno Retailleau ne s'est pas exprimé à sa sortie de Matignon. On sait que Bruno Retailleau, en fait, était là pour avoir un tête-à-tête avec Sébastien Lecornu. Il voulait avoir des explications, notamment sur la nomination dimanche comme ministre de Bruno Le Maire, puisqu'il avait affirmé qu'il n'était pas au courant de cette nomination et que Sébastien Lecornu lui avait caché. Selon l'entourage du Premier ministre démissionnaire, les échanges ont été francs et constructifs. Et un tout petit peu avant, Sébastien Lecornu a reçu Laurent Wauquiez, qui est aussi membre des Républicains. Ces 2 rencontres ont lieu donc séparément. Et il est vrai que cela montre qu'il y a beaucoup de dissensions, beaucoup de problèmes en ce moment au sein même du parti Les Républicains. Le patron des députés LR, Laurent Wauquiez, a d'ailleurs déploré lors d'une réunion du parti que la chute du gouvernement de Sébastien Lecornu, provoquée selon lui par le président du parti, Bruno Retailleau, ait abîmé l'image de stabilité, de responsabilité qu'incarnait son parti, Les Républicains. Est-ce qu'ils ont besoin de ça? Vous restez avec nous, Pauline. Est-ce qu'ils ont besoin de ça, les Républicains, pour écorner cette image? Parce qu'on voit bien qu'ils sont un peu pris entre deux feux. On évoquait ces alliances au cas par cas avec Karim. Et puis, il y a aussi cette tendance à ne pas vouloir... Enfin, on a le président du DLR, Bruno Retailleau, qui dit ne pas vouloir se fondre, de ne pas faire de fusion avec le macronisme. Et dans le même temps, il n'exclut pas un Premier ministre de cohabitation. Oui, ils sont dans une situation très compliquée parce que d'abord, leur président Bruno Retailleau, récemment élu, dont on disait il y a encore quelques semaines qu'il était imprésidentiable possible, il sort, je dirais, plus qu'abîmé de cette séquence. Il est l'homme qui a fait tomber le gouvernement. Pour une histoire de personne, c'est quand même un problème. Il a un peu manqué de nerfs et en plus, il n'arrive toujours pas à faire régner une forme de discipline dans son parti, puisque Laurent Wauquiez est ouvertement en dissidence et lui tient tête, je dirais, de manière avantageuse pour Wauquiez. Donc c'est très compliqué. Et puis surtout, s'il devait y avoir des élections législatives, qu'est-ce qui risque de se passer? Le Rassemblement national voulant absolument gouverner, va sans doute sur le plan économique pour faire des propositions qui seront, on va dire, acceptables par un public de droite traditionnel. Et c'est la ligne Bardella, au fond. Vous avez d'un côté la ligne sociale-étatiste de Marine Le Pen et vous avez la ligne de Jordan Bardella, très proche du patronat. Il était d'ailleurs aux rencontres du MEDEF au mois de septembre, etc. Dans ce cas, que va-t-il se passer? Est-ce que vous pensez que les électeurs de droite traditionnels, à un moment donné, ne vont pas en tirer les conséquences et se dire c'est la loi du moment, le Rassemblement national, finalement, représente nos aspirations, valeurs conservatrices, sécurité, anti-immigration et une certaine, je dirais, une certaine économie libérale, contrairement à Marine Le Pen. Regardez ce qui s'est passé en Italie. C'est exactement ce qui s'est passé. Aujourd'hui, la droite traditionnelle en Italie, elle est la force d'appoint du gouvernement Meloni. Elle en a aussi été le garant sur le plan économique. Elle a été récompensée par un poste de vice-président du Conseil, ministre des Affaires étrangères, M. Tajani. C'est peut-être ce qui se dessine en France. C'est ce qui se dessine en France. Alors, ce qui est intéressant, c'est ce que vous venez d'évoquer, ces 2 lignes, celle sociale-étatiste de Marine Le Pen et celle proche du patronat. Mais on peut se demander s'il n'y a pas une ligne pour la conquête du pouvoir, d'un côté, et de l'autre côté, une ligne pour l'exercice du pouvoir et pouvoir rassurer et les marchés et pouvoir construire éventuellement avec la droite. Donc, c'est vrai que du côté du Rassemblement national, on marche sur ce chemin entre 2 choses qui peuvent sembler totalement antithétiques, mais ça ne trouble pas forcément les électeurs du RN qui sont, on l'a vu, capables d'appartenir à des sphères socio-économiques extrêmement larges. Oui, et n'oublions pas, un aspect qui va jouer un rôle, on a vu que ça a joué un rôle avec la démission de Lecornu, c'est les personnes. Il y a
aux côtés de Marine Le Pen, Éric Ciotti. Vous l'avez dit, Éric Ciotti, il était le président du Parti républicain. C'est celui qui a fait le choix de l'alliance avec le Rassemblement national. On peut lui faire confiance. Il fera tout pour faire payer à ses anciens amis des Républicains l'humiliation qu'il lui avait fait subir aux précédentes législatives. Vous vous souvenez de l'épisode dans le bureau où il était retranché tout seul. Et il fera sans doute tout pour attirer un certain nombre de Républicains de LR dans son camp. Alors ça, c'était pour la droite. Alors à gauche aussi, hein, c'est le jeu des alliances. On va essayer de comprendre en images ce qui se passe réellement. Regardez. Face à l'incertitude institutionnelle, la gauche avance pour le moment en ordre dispersé. 2 réunions se sont tenues ce mardi. D'un côté, LFI, les écologistes, Génération et l'Après, qui regroupent notamment d'anciens insoumis. Mais pas de parti socialiste, ni de parti communiste français, en froid avec LFI. On regrette que tout le monde ne soit pas venu. On s'est mis d'accord sur un certain nombre de points que vous avez dû recevoir puisqu'on a fait une déclaration écrite qui permet de poser les choses au mot près et d'être bien d'accord sur ce qu'on dit. Donc il y a beaucoup de points d'accord. Parmi ces points d'accord, la censure systématique de tout gouvernement qui s'inscrirait dans la continuité politique du macronisme. Si la France insoumise demande la démission du président, aucune mention n'en est faite dans le communiqué commun. Mais en cas de dissolution de l'Assemblée nationale, les membres de cette première réunion espèrent imposer un candidat de gauche unique dans chaque circonscription. Dans l'hypothèse où le président de la République déciderait dans les prochains jours de dissoudre l'Assemblée nationale, nous avons une volonté commune et partagée de présenter ensemble des candidatures porteuses du programme du nouveau Front populaire sur l'ensemble des circonscriptions. Deuxième réunion dans le même temps, cette fois entre le Parti socialiste, les communistes et les écologistes, seuls à avoir assisté aux 2 rendez-vous. Pas d'appel à la démission du président ou à la dissolution de l'Assemblée nationale. C'est un gouvernement de gauche sans LFI que réclame le PS, qui se rendra à Matignon ce mercredi. Tout repose aujourd'hui entre les mains du président de la République. Nous en appelons prioritairement à la création d'un gouvernement de cohabitation autour de la gauche et des écologistes. Reste désormais à savoir si le Parti socialiste et le Parti communiste rallieront la France insoumise en cas de dissolution pour recréer la coalition de gauche arrivée en tête lors des précédentes législatives. Voilà pour ce récit de Jules Boiteau, Pauline Godard, à Matignon. On voit, Jules l'évoquait, hein, les consultations se poursuivent avec la gauche. Il y avait place publique ce soir et puis demain, ce sera au tour du PS, demain matin. Oui, tout à fait. Il y a eu des membres du groupe Lyot qui ont été reçus tout à l'heure par Sébastien Lecornu. Alors à leur sortie, ils se sont exprimés. Ils ont dit que Sébastien Lecornu essayait de trouver un budget de compromis. Le parti Place Publique, le parti de gauche, est actuellement en train d'être reçu avec Raphaël Glucksmann. Ils ne sont toujours pas sortis. Ça fait environ maintenant une petite heure qu'ils sont là et qu'ils discutent avec Sébastien Lecornu. L'invitation du Premier ministre démissionnaire, en revanche, était déclinée par la France insoumise. La présidente du groupe LFI s'est exprimée un peu plus tôt dans la journée sur X. Mathilde Panot a dit que elle et le coordinateur du parti, Manuel Bompard, n'iraient pas à Matignon. Je cite, « Nous n'avons rien à négocier avec la Macronie agonisante. Maintenant, Macron doit partir et vite ». Invitation qui a été également déclinée, vous l'évoquiez, par le Rassemblement national. Marine Le Pen et Jordan Bardella continuent à demander la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue d'élections législatives anticipées. Alors côté écologiste et côté parti socialiste, on se dit prêt en tout cas à discuter. Le parti socialiste doit être reçu demain à Matignon par Sébastien Lecornu à partir de 10h. Ce sera ensuite au tour des écologistes d'être reçus vers midi. Sébastien Lecornu a donc jusqu'à demain soir pour trouver une solution et peut-être pouvoir enfin former ce nouveau gouvernement et donner aussi peut-être la chance à Emmanuel Macron de nommer un nouveau Premier ministre. Merci beaucoup Pauline Richard. On a effectivement le PS qui rêve de Matignon, LFI qui rêve de dissolution, enfin de destitution plus précisément. Et puis on a aussi ces écologistes qui, on a l'impression, eux aussi, on parlait des Républicains tout à l'heure, mais les écologistes sont pris aussi entre deux feux finalement. Oui, j'allais dire que d'abord, le compte n'y est pas au niveau des députés. Si les socialistes disaient oui, ils apporteraient leurs 68 députés
vous rajoutez le socle commun, vous rajoutez éventuellement LR, sauf que LR, pour le moment, ne veut pas de Premier ministre de gauche. Oui, donc le compte n'y est pas de ce côté-là, et le compte n'y est pas non plus pour l'instant, de ce que je viens d'entendre du côté des écologistes, puisqu'ils ont fait un pacte avec LFI. Certes, ils rencontrent le PS, mais le pacte, il est fait avec LFI. Donc je ne vois pas comment un Premier ministre venu du Parti socialiste, par exemple Olivier Faure, pourrait présenter une plateforme susceptible de recueillir l'assentiment d'un nombre suffisant de députés. Je ne le vois pas. Maintenant, si Sébastien Lecornu... La seule chose, on revient toujours à ça, la seule chose qui pourrait faire bouger, c'est si Sébastien Lecornu acceptait taxe Zuckman, abrogation de réforme des retraites. Mais là, la droite va se cabrer. Alors on a cette déclaration d'Elisabeth Borne dans une interview aux Parisiens qui se dit prête à revenir sur cette fameuse réforme des retraites dont on sait qu'elle avait effectivement suscité beaucoup de polémiques, celle qu'elle avait fait adopter en 2023. Si c'est la condition de la stabilité du pays, on doit examiner les modalités, les conséquences concrètes d'une suspension jusqu'au débat qui devra se tenir lors de la prochaine élection présidentielle. On met donc de l'eau dans son vin du côté de la Macronie, Karim. Est-ce qu'Emmanuel Macron va apprécier? C'est vrai que ça fait partie des totems intouchables. Depuis un moment déjà, Emmanuel Macron a laissé entendre qu'on ne pouvait pas revenir là-dessus. Alors ça serait... pas pour l'abroger, mais simplement pour la suspendre. Mais comment ça se passe lorsqu'on suspend une réforme aussi importante juste au quotidien pour les retraités et les futurs retraités? Je ne sais pas si on y a beaucoup réfléchi, parce que ça serait quelque chose d'assez difficile à mettre en place. Donc Elisabeth Borne propose cela, mais comment le réaliser, ça me semble tout de même assez complexe. Comment expliquer, Karim, qu'en France, à gauche comme à droite d'ailleurs, il soit si difficile de parvenir à des compromis? Est-ce que c'est un manque d'habitude, ce n'est pas dans la culture française, mais est-ce que ce n'est pas cette guerre de personnalité, d'ego, diront certains, que vous évoquiez tout à l'heure? Alors c'est vrai que là on est dans une période particulièrement intense, du fait que toutes les ambitions sont en train de s'exprimer, que les appareils politiques sont en train de se transformer en rampe de lancement pour les différents candidats. Mais ce n'est pas seulement cela, c'est simplement la Ve République qui a été conçue pour être une république au service d'un homme, le général de Gaulle, et qui a toujours été construite de cette façon, avec des institutions qui ne favorisent pas la construction d'alliances, avec un scrutin majoritaire à 2 tours qui a tendance à évacuer les petits partis, alors qu'un système avec une proportionnelle, ça serait bien différent et ça permettrait peut-être de construire des alliances. Alors le paradoxe, c'est qu'Emmanuel Macron a été élu sur une promesse, celle du « en même temps ». Donc on aurait pu s'attendre à quelque chose qui se construise autour d'accords, de coalitions, de positions d'équilibre. Et c'est vrai que tout ça a volé en éclats face à l'exercice du pouvoir. Je ne sais pas si vous vous rappelez, Emmanuel Macron, à l'aube de sa carrière politique, on le présentait régulièrement comme un disciple du philosophe Paul Ricoeur, qui est un philosophe qui a théorisé en quelque sorte une éthique du compromis auquel on n'est jamais arrivé depuis qu'Emmanuel Macron est au pouvoir. Richard, sur cette culture du compromis? Mais si vous prenez l'exemple le plus proche, qui est l'exemple de l'Allemagne, bien évidemment, le contrat de coalition qui existe entre les chrétiens-démocrates et le Parti social-démocrate est très long, il fait près d'une centaine de pages, mais au fond, ça s'est résumé à une chose. Les chrétiens-démocrates ont accepté de céder sur la question salariale, qui était une revendication majeure du SPD, augmenter les salaires, et le SPD a accepté de céder sur la question des contrôles accrus aux frontières, tout le discours anti-immigration. Voilà, ça s'est résumé à ça. Les deux ont abandonné un pan de leurs revendications. Or là, je vois poindre quelque chose. Imaginons ensemble que Sébastien Lecornu propose à Emmanuel Macron de suspendre ou d'abroger la réforme des retraites jusqu'à la prochaine élection. Alors à ce moment-là, le Parti socialiste a obtenu une victoire claire qu'il pourra présenter même lors d'une future campagne électorale et qui lui vaudra les sympathies d'un public de gauche. Par contre, le Parti socialiste oublierait la taxe Zuckman, la taxe sur les patrimoines les plus élevés, et à ce moment-là, la droite aurait aussi sa victoire. Peut-être va-t-on vers quelque chose comme ça. Alors, il ne reste que très peu de temps. Je voudrais qu'on aborde rapidement cette hypothèse formulée par Édouard Philippe pour Horizon, cette présidentielle anticipée une fois qu'il y aurait adoption du budget. Est-ce que ça ajouterait de la crise à la crise, comme le dit Gabriel Attal? Karim?
Alors, si on considère que ça remettrait les choses à plat avec une élection présidentielle à laquelle les Français, sans doute, participeraient en masse, puisque le rejet d'Emmanuel Macron s'exprime de façon toujours plus forte ces derniers mois, on peut imaginer que ça puisse remettre les choses à plat. Mais après les élections législatives, qu'en sortira-t-il ? Théoriquement, lorsqu'on élit un président, eh bien, on lui donne une majorité. Est-ce que c'est ce qui se passera ? C'est pas forcément sûr. Sacha ? Dans ce scénario proposé par Édouard Philippe, qui est celui, donc, Édouard Philippe dit, on boucle d'abord un budget, oui, et ensuite on fait une élection présidentielle. La difficulté, c'est que vous faites mal aux institutions, parce qu'il y aura eu un précédent d'un président qui ne sera pas allé au bout de son second mandat et qui aura cédé en quelque sorte à la pression politique et populaire. Et on ne manquera pas, pour les prochains présidents, de leur rappeler ce qui s'est passé sous Emmanuel Macron. Donc ça, c'est quand même un grand risque de toucher aux institutions par ce biais. D'un autre côté, je suis d'accord, ce serait la clarification ultime, c'est celle que prévoit la Ve République. Donc là, ce serait juste, au fond, dans ces scénarios, il y a deux victimes, c'est soit les institutions, soit les finances publiques de la France, parce que n'oublions quand même pas qu'un budget qui serait fait sur la base de concessions mutuelles serait un budget où on ferait beaucoup moins d'économies que ce qui est nécessaire, et donc la dette du pays continuerait de s'alourdir. Merci beaucoup Richard Verly. Merci également à Karim Yayaoui et puis à Pauline Godard depuis Matignon. Alors cette présidentielle anticipée, dissolution ou encore destitution, ça fait partie des scénarios possibles. Pour en savoir plus, je vous invite à consulter notre site internet france24.com. On va plus loin, c'est terminé. L'essentiel revient dans un instant. On reviendra sur ces commémorations en Israël en ce mardi 7 octobre. Le 7 octobre 2023, il y a 2 ans, jour pour jour, l'État hébreu connaissait les pires attaques terroristes de son histoire. Journée de recueillement, alors que les pourparlers indirects avec le Hamas se poursuivent en Égypte. À tout de suite. En soirée, faites un tour complet de l'actualité dans l'Actu 360. Tous les faits, toutes les clés pour décrypter les grands événements de la journée. Retrouvez tous les soirs Claire Hilderbrand dans l'Actu 360 en direct sur France 24. Faites place à la météo avec les fenêtres Tecnal.